Donc, bienvenue sur ce webinaire organisé donc par FEV et par Bluebees. Pour le déroulé du webinaire, en fait, on va commencer par une petite introduction sur FAIR et sur la semaine de la finance solidaire, puisqu'on organise ce webinaire dans le cadre de cet événement-là. Ensuite, on posera du coup les questions à nos intervenants, donc Vincent et Aurélie, qui sont avec nous aujourd'hui pour nous présenter leur structure. Et ensuite, on vous laissera du coup un temps pour poser vos questions et pour les poser du coup aux intervenants. Vous pouvez les poser vos questions tout au long du webinaire à travers le chat. Et puis, moi, je m'occuperai de les poser à la fin s'il y en a tout au long du webinaire. Donc, pour cet événement, en fait, il est organisé dans le cadre de la semaine de la finance solidaire qui est organisée par FAIR. Donc, FAIR, c'est un des principaux acteurs aujourd'hui de la finance solidaire qui relie les épargnants qui cherchent à donner du sens à leur argent à des entreprises et des associations dont l'activité a une forte utilité sociale ou environnementale. Donc, FAIR a été créé en 2021 suite à un regroupement entre deux structures, mais le label Finansol a été créé en 97. Ce label, il permet de distinguer des produits d'épargne solidaire et d'autres produits d'épargne plus classiques. Aujourd'hui, il y a 180 produits qui ont été labellisés par Finansol, dont Ferme en Vie. Et ces produits-là, vous pouvez les retrouver sur leur site internet et ça permet vraiment de trouver des structures où placer son argent avec derrière du coup une utilité sociale et ou environnementale. Donc cette semaine, elle va du 7 au 14 novembre. C'est la 15e édition nationale. Et l'objectif, c'est de sensibiliser justement et de faire prendre conscience à chacun que son épargne est un vrai moyen d'action pour soutenir les projets qui répondent à des enjeux sociétaux et environnementaux. Et donc, le but, c'est de faciliter aussi la visibilité sur les produits d'épargne et d'investissement qui sont dits solidaires. Voilà pour la petite introduction sur FAIR et je vais laisser la parole à nos intervenants. Donc, merci Aurélie et Vincent d'être là aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Aurélie et Vincent tout au long du webinaire dans le chat. Donc, on va commencer avec Aurélie qui va nous présenter la structure de Bluebees, nous expliquer ce que vous faites et en quelques mots te présenter toi aussi. Bonjour, enchantée tout le monde. Donc moi, je suis Aurélie Garrigue. Je m'occupe des partenariats et de la communication chez Bluebees depuis à peu près 3 ans. Et Bluebees, tout simplement, c'est une plateforme de financement participatif française qui est exclusivement dédiée à l'agroécologie et l'alimentation durable. Donc le principe du financement participatif, je pense que beaucoup connaissent, mais on le rappelle au cas où. Le principe, c'est vraiment l'union fait la force. Parfois, un agriculteur ou une agricultrice tout seul, il y a certaines choses qu'ils n'arrivent pas à financer, tout comme installer un système d'irrigation, faire des travaux sur la ferme pour aménager un espace de vente, planter des nouvelles vignes, etc. Et donc, parfois, tout seul, ils n'arrivent pas à financer. Mais nous, en tant que citoyens, si chacun fait un petit peu, eh ben on peut réussir à financer ces projets qui sont très concrets. Donc, nous, en tant qu'équipe, on sélectionne les projets pour la qualité, la qualité agroécologique du projet, la viabilité du projet également. Et puis, on les accompagne dans leur collecte de dons auprès des citoyens. Alors, il y a deux manières différentes de financer des projets sur Bluebees, soit du don avec contrepartie, c'est-à-dire je fais un don à un apiculteur, par exemple, et en échange, il m'envoie un petit peu de miel pour me remercier, ou il m'invite à visiter la ferme, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est du don avec contrepartie. Ou bien, on peut aussi faire du prêt participatif. Donc, c'est vraiment des citoyens comme vous et moi. On prête notre argent à des agriculteurs et on est remboursé sur 5 ans avec un taux d'intérêt de 2%. Donc voilà, on a ces deux possibilités. On existe depuis environ 10 ans. Et depuis 10 ans, on a hébergé environ 750 projets aux quatre coins de la France. Et pour vous donner un petit peu les moyennes,
Sur le don, sur les campagnes de dons, on est sur une moyenne d'environ 10 000 € récoltés, donc c'est pas mal. Ça permet de, voilà, pour une ferme, on sait que ça permet de bien avancer dans plusieurs projets. Et sur le prêt, évidemment, les moyennes sont un petit peu plus élevées. Disons qu'on peut aller jusqu'à 100 000 €, sachant que nous, on a une communauté de prêteurs aussi. Donc, c'est intéressant pour les agriculteurs, par exemple, qui s'installent, qui n'ont pas encore beaucoup de réseau, et que nous, on est en capacité voilà, de solliciter notre communauté de prêteurs, que vous êtes les bienvenus à rejoindre si vous souhaitez. Et donc voilà, on sait qu'on est en capacité d'aller jusqu'à 100 000 € juste avec notre communauté de prêteurs. Ok, merci Aurélie pour cette petite introduction sur Bluebees. Est-ce que Vincent, tu peux faire de même du coup sur Ferme en Vie? Oui, je peux. Bonjour, je m'appelle Vincent Cross, je suis un des fondateurs de Fermes en Vie. Chez Fermes en Vie, je suis plus particulièrement en charge de toute la partie investisseur. Donc Fermes en Vie ou FEV, c'est une foncière solidaire qui permet de faciliter l'installation de projets en agroécologie. Pour vous expliquer un petit peu la genèse de FEV, on s'est retrouvé à quatre, puisqu'on est quatre fondateurs et fondatrices, avec un objectif de transition agroécologique. L'objectif, c'était d'essayer d'accélérer cette transition. Et en s'intéressant au monde agricole, on s'est rendu compte que la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Et donc, on s'est dit que plutôt que d'essayer de modifier ou de faire changer les pratiques des personnes qui étaient en place, on allait s'intéresser aux gens qui s'installent pour essayer de faciliter l'installation de projets plus vertueux pour l'environnement. Et en s'intéressant à l'installation, on s'est rendu compte qu'il y a un des principaux freins, c'est l'accès au foncier et le financement de ce foncier. Puisqu'une ferme moyenne en France fait 70 hectares, avec de grandes différences entre les fermes. Et l'hectare moyen en France coûte 6 000 €. Donc, si vous faites 6 000 € fois 70 hectares, ça fait 400 000 € d'investissement. Et j'ai pas encore parlé des bâtiments, du matériel, de l'équipement, etc., etc. Donc, s'installer en agriculture, ça coûte très cher. Et donc, on s'est dit qu'un bon moyen de faciliter ces installations, c'était de financer du foncier agricole. Et c'est pour ça qu'on a créé une foncière qui a donc pour objectif d'acheter des fermes pour ensuite les mettre à disposition de porteurs de projets qui ont des projets conformes à une charte agroécologique ambitieuse. Ces fermes, elles sont ensuite louées à ces porteurs de projets, tout en leur donnant une option d'achat pour qu'ils puissent devenir propriétaires à terme. Et donc, cette foncière, elle est financée essentiellement par de l'épargne citoyenne, donc par des particuliers qui investissent dans cette foncière pour trois raisons. La première, c'est de faire quelque chose d'utile et d'un point de vue social et environnemental avec son épargne et de concret, puisque les gens qui investissent dans la foncière savent directement à quoi et pourquoi leur épargne est utilisée. La deuxième raison, c'est que investir dans du foncier agricole, c'est un investissement qui est relativement peu risqué puisqu'on investit dans un actif tangible qui historiquement a pris de la valeur assez régulièrement dans le temps. Et puis cette foncière, elle a donc un agrément de l'économie sociale et solidaire, l'agrément ESUS, qui permet aux gens qui investissent dans la foncière de bénéficier d'une réduction d'impôt de 25%. Ce qui rend les choses plus intéressantes d'un point de vue financier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette réduction d'impôt, elle vient en contrepartie d'une obligation de conserver les titres pendant 7 ans. C'est pour ça que l'investissement dans la foncière, c'est plutôt considéré comme un investissement de relativement long terme. Donc, on existe depuis 2 ans. On a collecté aujourd'hui, Fermes en Vie existe depuis 2 ans, la foncière existe depuis un peu plus d'1 an. Parce on a travaillé pas mal, un petit peu en amont avant de créer cette foncière. Et on a collecté 4 millions et demi d'euros, sur lesquels on en a utilisé 3 pour financer 5 premiers projets. Et là, actuellement, on travaille sur 5-6 autres projets qu'on aimerait financer avec le 1,5 million d'euros qui reste dans la foncière d'avance, plus les quelques centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros qu'on cherche à collecter d'ici quelques mois.
Et ces 4,5 millions, on les a collectés auprès de 400 personnes, donc 400 particuliers qui ont investi entre 500 euros au minimum et certains plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà pour FEV. Ok, merci. Du coup, je pense qu'on a bien compris que vous interveniez à des moments peut-être différents ou des stades différents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence concrète entre justement le crowdfunding et la foncière solidaire, en fait, la différence d'investir entre les deux? Ouais, alors je prends Aurélie, mais si tu as des choses à rajouter, Oui, oui, n'hésite vas-y, je pas. compléterai, je compléterai. Donc pour moi, il y a trois principales différences. La première différence, c'est que dans du crowdfunding, vous pouvez choisir le projet spécifique que vous souhaitez aider ou financer. Alors que dans la foncière, telle qu'elle est créée, vous investissez dans une structure qui mutualise les investissements dans différents projets. Et donc, vous allez investir en fait, dans tous les projets qui vont être financés par la foncière à hauteur du montant auquel vous aurez participé. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est le format d'investissement, puisque en crowdfunding, comme le disait tout à l'heure Aurélie, vous pouvez faire du prêt, vous pouvez faire un don. Il y a différents types de formats qui sont plutôt du don et du prêt. Dans la foncière solidaire, vous investissez au capital, c'est-à-dire que vous prenez des parts, donc des parts sociales de la foncière. Et la troisième différence, c'est ce qui est financé. En crowdfunding, en particulier via Bluebees, vous allez financer du matériel, de l'équipement, des investissements, des besoins en fonds de roulement dans la société d'exploitation de la personne qui s'installe, enfin qui est agriculteur ou en tout cas dans la structure qui est financée par le crowdfunding. Alors que dans la foncière qu'on a créée, vous investissez uniquement dans du foncier agricole. Et quand on parle de foncier agricole, on parle de terre et de bâtiments. Donc c'est voilà. Je ne sais pas si Aurélie, tu as des choses. Oui, bah juste, je pense que ta réponse était très claire. Mais ce qui est génial, c'est qu'on est totalement complémentaires, on n'est absolument pas concurrents, parce que nous, chez Bluebees, on ne fait pas de foncier. Comme le disait Vincent, nous, on est plutôt ciblés sur des projets à l'intérieur d'une ferme, entre guillemets, donc c'est-à-dire acheter une serre ou du matériel ou ce genre de choses. Donc nous, on ne fait pas de foncier. Et puis, c'est tout à fait possible de soutenir à la fois des fermes à travers une foncière solidaire, et c'est hyper important parce que, comme le dit Vincent, l'accès à la terre, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de banques qui ont leurs portes fermées pour les projets agricoles, donc c'est intéressant d'avoir ces alternatives que proposent à la fois Ferme en Vie et Bluebees. Donc la première porte, on va dire, c'est certainement Ferme en Vie pour aider les agriculteurs à accéder à la terre. Et ensuite, une fois que le terrain est identifié, eh ben, on va aller plutôt sur Bluebees pour financer pour financer l'installation, le matériel, des travaux, du besoin en fonds de roulement, ce que d'ailleurs, en général, les banques ne financent pas. Donc on est complémentaire aussi des banques. Un agriculteur peut très bien faire un prêt à la banque pour financer, je ne sais pas, sa chambre froide ou ce genre de choses, et après aller sur Bluebees pour financer de la trésorerie, ce que les banques ne financent pas. Les banques financent plutôt ce qui peut être facilement revendu, entre guillemets. Donc le gros matériel, les machines, ce genre de choses. Et donc voilà, donc tout ça, en fait, c'est un écosystème où on n'est absolument pas concurrent, c'est totalement complémentaire. Ok, très clair, merci. Et du coup, justement, il y a peut-être une différence aussi au niveau de la durée, puisque Vincent, tu parlais d'investissement long terme. Peut-être que Aurélie, toi, crowdfunding, c'est plutôt court Court terme. terme. Voilà. Même sur la partie prêt, du coup, est-ce que tu peux donner des chiffres ou est-ce que c'est chaque année où on récupère Ouais, alors en fait, le système, donc pour les prêts, vous prêtez de l'argent à un agriculteur ou une agricultrice. On laisse la campagne ouverte jusqu'à ce que le montant soit récolté, donc il faut en moyenne un mois et demi. Une fois que la campagne est clôturée, toutes les campagnes de prêt atteignent leur objectif
pour des raisons tout simplement financières. On fait une campagne autour d'un montant qu'on a identifié et qu'on a calculé comme le montant dont ils ont besoin pour réussir leur projet. Donc, on ne peut pas faire moins, sinon le projet ne pourrait pas voir le jour. Et on ne peut pas faire plus parce qu'on n'a pas envie de leur créer du surendettement non plus. Donc, la campagne se clôture automatiquement quand l'objectif est atteint. À ce moment-là, on attend 6 mois. Il y a 6 mois de différé avant le début des remboursements parce qu'il faut laisser le temps aux agriculteurs justement d'investir, de mettre en place toutes ces choses. Et donc, au bout de 6 mois, vous commencez à être remboursé. Alors, dépendant des campagnes, mais en général, c'est tous les mois. Tous les mois, vous allez recevoir une petite partie de ce que vous avez investi, plus 2%. Donc, c'est 2% sur capital restant dû et sur 5 ans en tout. Ok. Ouais. Ok, c'est très clair. Vincent, est-ce que tu peux, toi, détailler peut-être les retours sur investissement comme l'a fait Aurélie? Ouais, alors c'est comme je disais tout à l'heure, c'est très différent puisque en investissant dans la foncière, on achète des parts sociales de la foncière. Les parts sociales, elles ne vont pas donner droit à des paiements de dividendes. Donc, il n'y a pas de paiement régulier donné aux investisseurs. En revanche, c'est la part de la foncière qui va être réévaluée une fois par an. Et elle se réévalue grâce à deux éléments principalement, les loyers qui sont payés par les agriculteurs sur les fermes et l'évolution du prix du foncier au cours du temps. Et l'objectif qu'on a sur l'évolution du prix de la part de la foncière, c'est à peu près du 2% par an. Et donc, c'est le deuxième élément financier qui viendra en plus de la réduction d'impôt dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est donnée, qui est récupérée l'année de l'investissement. Donc, les 25% de réduction d'impôt dont je parlais tout à l'heure, ce qui veut dire que si vous investissez 1 000 euros, vous récupérez 250 euros de réduction d'impôt l'année de l'investissement. Ok. Merci à tous les deux. C'était très clair. Du coup, Aurélie, tu as parlé un petit peu des différents types de projets et de ceux que vous financiez, jusqu'à quel montant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous donner des exemples de projets qui ont super bien marché sur votre plateforme, par exemple? Alors, donc, en tout, ça fait un petit peu moins de 10 ans qu'on existe. On a hébergé 750 projets pour un total, comme vous le voyez, de quasiment 11 millions d'euros. Donc, comme quoi ça marche, hein, parce que le don moyen est de 75 euros. Donc, c'est quand même, on parle du don, hein. Pour le prêt, c'est un petit peu au-dessus. Le ticket moyen, il est autour de 300 euros. Mais pour le don, on a la plus forte moyenne de dons en France parmi les plateformes similaires, les plateformes de financement participatif, comme quoi il y a une vraie sensibilité quand même en France par rapport à tout ce qui est agroécologie. Donc là, on parle vraiment d'agriculture engagée, sans pesticides, régénératrice, etc. Et donc, c'est vrai que quand les gens sont sensibles, ils ont tendance à être généreux. Voilà, parfois, on a l'impression que tout seul, un petit don de 5 euros ou 10 euros, c'est pas forcément grand-chose, mais nous, voilà, on prouve qu'on est quand même sur une moyenne de 10 000 euros environ récoltés par campagne. Donc voilà, 750 projets, dont une bonne partie sont des projets d'entrepreneuriat féminin agricole. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? La plus belle campagne a récolté 200 000 euros de dons. Ok, très Voilà. bien. Mais c'est pour AgroParisTech, c'était pour créer un campus dédié à l'agriculture durable. Voilà, AgroParisTech, c'est la plus grande agriculture de France, donc ils ont un super réseau. Les dons étaient défiscalisés, on n'en a pas parlé, mais sur Bluebees, une partie des campagnes de dons peuvent être défiscalisables, tout simplement parce qu'une partie des projets sont portés par des associations. Donc dans ce cas, quand vous êtes sur le site de Bluebees, là où, sur la page d'accueil où il y a la grille de tous les projets, il y a comme une espèce de petite fiche d'identité par projet et à chaque fois, c'est indiqué soit don avec contrepartie, soit don défiscalisé. Donc, je vois que dans les participants, il y a par exemple certaines personnes qui sont conseillées en gestion de patrimoine. Donc ça peut intéresser certaines personnes, sachant que les dons défiscalisés peuvent être faits par des personnes physiques ou des personnes morales, évidemment. Ok, d'accord. Et donc là, sur la petite présentation de Bluebees, il y avait marqué 6200 hectares préservés. Je sais que Ouais. chez Ferme Envie, il y a aussi une charte agroécologique justement pour s'assurer que les projets soient des vrais projets à impact. Vous aussi, vous avez ça chez Bluebees?
Absolument, on sélectionne nous-mêmes les projets. Donc, tous les jours, on est contacté par plusieurs projets différents. Et ensuite, nous, on les appelle, on évalue les projets. Évidemment, sur les projets de prêt, l'analyse est beaucoup plus poussée parce qu'on doit vérifier la viabilité économique des projets. On a quand même une obligation morale vis-à-vis de notre communauté de prêteurs. On ne peut pas leur proposer pas leur poser des projets qui seraient trop à risque. Donc oui, nous, on fait une vraie analyse. Et puis, il y a un suivi, vu que c'est ça un petit peu la particularité de Bluebees, c'est qu'on refuse que les agriculteurs soient tout seuls devant leur écran. On n'a pas envie de les laisser tout seuls, donc on les accompagne, on les a au téléphone, on les aide à mener leur campagne, à bien communiquer, à bien rédiger leurs textes, etc. Donc il y a une vraie proximité aussi qui s'installe. On reste en contact après pour avoir des nouvelles. Voilà. Ok. Ok, super. Et oui, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément toujours aussi à l'aise avec les outils numériques et la communication et la commercialisation, etc. Donc, c'est important d'avoir l'accompagnement. Chez FEV, il y a aussi un accompagnement. Donc, je le disais, il y avait la mise en place de la charte et le respect de la charte. Il y a des critères pour l'achat des fermes et de financement des projets. Vincent, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement les critères un peu de sélection, de financement et aussi sur cette charte qui est mise en place et sur le suivi et l'accompagnement? Ouais. Oui, donc chez FEV, on investit dans tout type de foncier, des terres et des bâtiments pour tout type d'agriculture, tant qu'elle est conforme à une charte agroécologique qu'on a définie. Cette charte, elle est sur notre site, mais globalement, elle définit 4 principaux éléments environnementaux. Le premier, c'est que les personnes qui vont s'installer sur les fermes qui sont financées par la foncière doivent s'installer dans le cadre de l'agriculture biologique. Il y a des choses sur la charte autour des infrastructures naturelles. Quand je parle d'infrastructures naturelles, c'est des haies, des bois, des points d'eau, etc. Et donc, on demande à ce qu'il y en ait une quantité suffisante. Et s'il n'y en a pas assez, on demande d'en créer de nouvelles. Ensuite, il y a des choses qui tournent autour du travail du sol dans cette charte. En particulier, on va demander à ce que les prairies permanentes ne soient pas retournées et on essaye d'aller vers moins de travail du sol que classiquement. Et la dernière chose, c'est qu'on demande à ce que les productions soient diversifiées, qu'il y ait une diversification de production sur chacune des fermes qui sont exploitées, parce qu'on est convaincu que c'est important à la fois d'un point de vue agronomique et environnemental, mais également d'un point de vue économique, pour essayer d'éviter de réduire les risques aux aléas de marché, aux aléas climatiques. Et donc, on a des projets qui sont un peu partout en France. On a des projets de production végétale, de production animale, mixte, et sur différentes tailles, puisqu'on a sur les 5 premiers projets qu'on a financés, on a des projets qui vont de 7 à 100 hectares. C'est assez varié. Ok, et donc par rapport aux critères de financement des FEV aujourd'hui, je sais qu'ils ont un peu évolué par rapport au début justement où 7 c'était c'est peut-être un petit peu petit. Aujourd'hui, c'est sur 30 hectares plutôt le minimum. Et est-ce qu'il y a d'autres critères du coup pour le Ouais, financement des fermes? en fait, on n'a pas vraiment le critère de 30 hectares, c'est pas vraiment un critère de taille en fait. La problématique, c'est que on a un travail assez important à réaliser en amont d'une acquisition. Avec nous, notre travail, c'est d'identifier un bon porteur de projet, qui est un projet viable d'un point de vue économique, conforme à la charte agroécologique, d'identifier une ferme qui soit achetée, enfin qui soit cohérente avec son projet, qui soit acheté à un prix correct également. Et donc, on a pas mal de visites à faire, pas mal de travail en amont. Et donc, le modèle économique de Fermes en Vie, c'est de prendre une commission sur le prix d'acquisition. Et donc, lorsque les projets sont trop petits, on ne s'en sort pas d'un point de vue économique. Et donc, c'est pour ça qu'on regarde des projets qui sont relativement importants. Et puis en général, c'est sur ces projets qui sont relativement importants sur lesquels les porteurs de projets ont vraiment besoin de financement. Et donc on regarde des projets qui sont d'une taille de minimum 150 000 ou 200 000 euros. Ok, est-ce que tu peux donner un exemple, par exemple, de projets qui sont en attente de financement aujourd'hui? Tout à l'heure, tu as parlé de 5-6 projets d'ici la fin de l'année. Ouais.
Ouais, bah alors on a pas mal de projets. Ben, je vais peut-être donner 2 exemples de projets. Un projet qu'on a déjà financé, qui est un projet petit en effet, qui est un projet c'est 2 projets dans les Landes. Un projet qu'on a fait, qui est un des premiers projets qu'on a financé l'an dernier, qui est un projet de 7 hectares, avec un mix. C'est une forêt comestible, avec un mix entre de l'arboriculture et du maraîchage, une grosse diversification de production sur 7-8 hectares. Et là, actuellement, on a dans les tuyaux un projet toujours dans les Landes, qui est beaucoup plus gros, puisque c'est un projet de 190 hectares. C'est une ferme céréalière dans les Landes, qui était jusqu'à présent en monoculture de maïs et en conventionnel. Et donc là, on a un couple qui va s'installer et qui va développer entre 10 et 12 productions différentes de céréales et de légumineuses, et certainement un petit peu de légumes plein champ également. Le tout avec en agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de tendre vers du non-labour, et dans un deuxième temps, de passer ces terres en agriculture biologique. Parce que c'est compliqué de faire les passages en conservation des sols et en bio en même temps. L'idée, c'est de le faire en 2 temps. Et donc, un projet qui a pour vocation d'améliorer fortement la fertilité des sols, puisque aujourd'hui, ces sols qui sont en monoculture de maïs depuis très longtemps sont très abîmés. Il y a un taux de matière organique qui est très faible dans les sols. Et donc, on a un projet qui vise avec un porteur de projet, enfin avec 2 porteurs de projet qui visent à améliorer fortement cette fertilité naturelle dans les sols. Et en fait, on trouve ça intéressant. C'est très différent du premier projet dont je parlais tout à l'heure sur 7 hectares. C'est aussi très différent du projet dont vous voyez une photo là avec Gabriel en photo, dont on va parler juste après, qui est un projet qu'on a accompagné avec Bluebees. Et nous, on trouve que c'est intéressant de pouvoir financer justement ces projets différents, que ce soit des projets de production de céréales, des projets de production de fruits et de légumes, des projets de production animale. Et on pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur tous ces secteurs-là. Oui, parce qu'autant sur Fève que sur Bluebees, il y a beaucoup de diversité de projets. Aurélie, tu t'en parlais tout à l'heure aussi en introduction sur ce que vous pouvez financer et à la fois sur la diversité des projets qui sont proposés. Et chez Fève, il y a un peu plus de sélection au niveau du porteur de projet, peut-être que chez Bluebees. Est-ce que chez Bluebees, vous avez des étapes de sélection pour sélectionner les projets qui sont sur la plateforme? Alors pour les projets de prêt, oui. Pour les projets de prêt, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a notamment l'analyse de risque en fait, financière. Et il y a aussi une étape où on rencontre en personne le porteur de projet parce que la personnalité, c'est important. On a envie de connaître son parcours, son histoire, son expérience. Et puis, nous, on est une commission, une commission d'experts dont vraiment c'est le métier de faire cette analyse financière. Donc voilà, il y a plusieurs étapes. En revanche, pour les campagnes de dons, c'est beaucoup plus rapide puisque en fait, on analyse simplement la qualité agroécologique du projet, notamment grâce à la fleur de l'agroécologie qui a été créée par nos partenaires de Ferme d'Avenir, nos partenaires et amis, où du coup, on s'intéresse à non seulement la qualité de la pratique agricole, si vous voulez, donc pas de pesticides, pas de culture hors sol, voilà, ce genre de choses. Évidemment, culture diversifiée aussi. On va aussi se demander voilà, si c'est une activité viable pour que les agriculteurs puissent en vivre dignement. Est-ce que c'est en circuit court? Donc, est-ce qu'il y a un intérêt pour tout ce qui est, entre guillemets, patrimoine alimentaire local? Voilà, mais ça, c'est beaucoup plus rapide. C'est simplement des questions posées aux agriculteurs. S'ils ont un site web ou des réseaux sociaux, on va se renseigner un petit peu sur leur activité en même temps qu'on discute avec eux au téléphone. Ok, oui, donc on voit qu'avec entre Ferme Envie et Bluebees, il y a vraiment les valeurs communes au niveau du type d'agriculture vers lequel on veut aller et le changement de pratique. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette complémentarité au niveau du financement du foncier et au niveau du financement
post-installation presque pour tout ce qui va être bétail, matériel et innovation sur la ferme, évolution de la ferme. Et donc, tout à l'heure, Vincent, tu en parlais de Gabriel sur la ferme de Cussac, donc, qui était une des premières fèves financées. Il devait être avec nous aujourd'hui, mais le métier d'agriculteur est plein d'imprévus, donc il n'est pas avec nous, mais on voit sa petite tête et ses moutons. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Gabriel, toi qui as suivi le projet au niveau de fèves et de son installation? Ouais, alors Gabriel, donc il a 26 ou 27 ans, je crois. Il n'est pas issu d'une famille d'agriculteurs, mais il s'est tout de suite intéressé à l'agriculture puisqu'il a passé un bac puis un BTS agricole. Il a bossé dans différentes structures, dont un assureur agricole et puis plus récemment une coopérative dans laquelle il était technicien agricole et donc il allait aider tous les agriculteurs de la coopérative sur des sujets d'élevage ovin. Donc techniquement, c'est un sujet qu'il aime beaucoup et qu'il maîtrise assez bien. On l'a aidé sur son installation sur la ferme de Cussac, qui est une ferme d'un peu plus de 60 hectares, tout près de Bergerac. C'est à une dizaine de minutes de Bergerac, en Dordogne. Donc lui, son objectif, c'était de s'installer sur une activité d'élevage ovin qui sont en agriculture biologique, qui sont nourris 100% à l'herbe. Il fait du pâturage tournant dynamique avec ses animaux, c'est-à-dire qu'il va, en fait, le pâturage tournant dynamique, pour ceux qui ne connaissent pas, et je vais en parler très rapidement parce que je ne suis pas non plus le plus grand technicien, mais l'objectif, c'est d'essayer de déplacer ces bêtes assez régulièrement sur différentes parcelles pour permettre à l'herbe de mieux pousser et de pousser plus vite et de stocker un petit peu plus de carbone également. Et à côté de ça, il a un projet d'agroforesterie, agroforesterie fourragère et fruitière. Donc l'objectif, c'est de planter des arbres en intraparcellaire, donc sur les prairies, alors pas forcément sur celle-là qui est juste à côté des bâtiments, mais sur des prairies qui sont sur la gauche derrière Gabriel, avec l'objectif d'avoir des arbres qui vont permettre d'apporter un peu plus de fourrage pour ces animaux, qui vont apporter de l'ombre, avec une possibilité de produire également des fruits dans un deuxième temps. Et ce qu'il faut savoir sur cette ferme, c'est qu'il y a 2 petites maisons. Et l'objectif, c'est donc pour l'instant, il y a des travaux sur les maisons. Donc Gabriel s'est installé il y a le 1er septembre, donc il y a 2 mois. Et l'objectif, c'est qu'il y ait une deuxième personne qui vienne s'installer sur cette ferme avec un objectif a priori d'installer quelqu'un qui ferait du maraîchage, puisqu'il y a de l'eau sur la ferme et que c'est assez complémentaire avec ce que fait Gabriel aujourd'hui. Et donc Gabriel a déjà prévu de laisser quelques hectares sur la ferme pour qu'une deuxième personne puisse s'installer à côté de lui très prochainement. Ok, donc qu'est-ce que Fève, comment Fève est intervenu justement pour son installation? Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier sur cette ferme? Alors sur cette ferme, c'est on va dire l'intervention classique de Fève, c'est-à-dire que on a acheté le foncier agricole pour pouvoir le mettre en location à Gabriel avec option d'achat. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, donc ça faisait longtemps qu'il réfléchissait à s'installer et il n'avait pas beaucoup d'argent de côté. Donc, il s'est tout de suite tourné vers la location. Il voulait aller chercher une ferme à louer. Et en fait, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il ne trouvait pas beaucoup de fermes à louer. Et puis, il a entendu parler de nous. Il a vu cette ferme qu'on avait déjà préidentifiée il y a quelques mois. Et il nous a contactés. Et puis nous, on l'a rencontré. Et puis, on trouvait son projet intéressant. On pense qu'il est compétent. D'un point de vue agroécologique, il a des objectifs qu'on trouve hyper intéressants. Et donc, on a décidé de financer le foncier pour qu'il puisse s'installer. Ok. Et donc, du coup, suite à son installation, enfin, pour concrétiser son projet d'installation, il avait besoin d'autres parties pour le financement. Et c'est là qu'il a fait appel à Bluebees. Du coup, il avait lancé sa campagne pour éviter le cul-de-sac à la bergerie de Cussac.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, Aurélie? Oui, absolument. Donc, Gabrielle a complété par une campagne de dons. Donc, c'était pour financer son troupeau, mais aussi pour financer les arbres, justement, dans l'objectif de faire un petit peu d'agroforesterie. Donc, nous, on l'a accompagnée. C'est mes collègues, une de mes collègues qui l'a accompagnée dans la rédaction de son texte, notamment pour trouver un titre sympa. Tout ça, ça reste évidemment de la communication, du bon sens. Il faut donner envie d'aller lire son projet. Il faut bien expliquer le projet pour que ça soit facilement compréhensible par tous les internautes. Et puis voilà, tout simplement, il a mené sa campagne pendant un mois. Les campagnes de dons durent un mois. Parce que c'est ce qu'il y a de plus stratégique, il y a cet effet un petit peu de challenge, et c'est ça qui fait qu'on arrive bien à récolter des dons. Et donc, pendant un mois, il a communiqué autour de lui. Nous, on a essayé de l'aider, évidemment. On a parlé de lui dans notre newsletter, par exemple. On a une newsletter qui est suivie par à peu près 80 000 personnes. Il y a Feb qui a communiqué sur sa campagne Bluebees aussi. Il y a nos amis de Ferme d'Avenir qui ont communiqué aussi. Voilà, de temps en temps, on essaye de s'unir justement pour aider le plus possible, pour donner de la visibilité. Et puis voilà, il proposait des contreparties, comme par exemple des bouteilles de vin d'un ami producteur, des sachets de graines bio, ça marche très bien, des journées à la ferme avec repas à la ferme pour découvrir les produits. Voilà, ça c'est vraiment typique des contreparties qu'on peut croiser sur Bluebees. Et c'est vraiment ça le principe, c'est gagnant-gagnant. Je vais soutenir un projet, je vais aider Gabriel, et en échange, je vais recevoir quand même un petit cadeau de sa part. Ça peut être quelque chose de physique ou de immatériel. De physique comme des graines à planter, ou comme des objets d'artisanat, un nichoir en bois, ce genre de choses, ou bien des contreparties immatérielles, comme par exemple une journée à la ferme avec initiation à la permaculture, ou ce genre de choses qui marchent très bien aussi en contrepartie. Donc nous, on est là pour les conseiller aussi, voilà, bien choisir les contreparties. On donne notre avis, ils nous posent toutes les questions qu'ils veulent. Et puis après, pendant la campagne, voilà, on l'appelle toutes les semaines. Alors, Gabriel, est-ce que tu as bien envoyé un email aujourd'hui à un tel? Est-ce que tu as contacté la presse locale? Attends, je vais t'envoyer 2-3 contacts de presse locale, tu peux leur écrire. Voilà, on essaye de... Voilà, c'est vraiment la solidarité, quoi. L'union fait la force, donc tous derrière les agriculteurs engagés. Les résultats, il a récolté à peu près un peu plus de 8 000 euros. Oui, ce qui est une très belle campagne, 8 000 euros. Ce qui était son objectif, je vais vous dire ça tout de suite. Et voilà, il avait besoin de minimum 7 000 euros Donc, il a eu un peu plus. pour pouvoir acheter 50 arbres et 50 brebis. Et au final, ça lui a fait un petit surplus, ce qui est tout à fait possible parce qu'en fait, sur les dons, il n'y a pas de limite, quoi. C'est du don. Donc, il n'y a pas de risque au niveau de l'agriculteur. Donc, s'il récolte plus, eh ben, tant mieux. De toute façon, on sait que sur les fermes, il y a toujours des besoins, ne serait-ce que pour, je ne sais pas, payer les factures d'électricité ou des dépenses imprévues. Donc ça, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai que du coup, là, à travers l'exemple de Gabriel à Cussac, on voit bien la complémentarité entre FEV et Bluebees, où FEV est intervenu sur le foncier, Bluebees sur le financement du troupeau et d'autres matériels. Ouais. Et aussi, on voit la partie au niveau de l'investissement, c'est pas forcément le même choix qu'on fait de savoir si on met un plus gros montant sur du long terme ou si on veut juste soutenir avec les moyens qu'on a aujourd'hui et d'avoir un cadeau qu'on paye forcément plus cher que si on l'achetait en direct, mais qui contribue aussi à financer la ferme du coup. Voilà, on essaye de trouver le prix juste pour que ce soit équitable pour tout le monde. Mais en tout cas, l'agriculteur s'y retrouve. Il s'y retrouve financièrement. Et d'ailleurs, là, on arrive bientôt à la période de Noël. Donc, nous, c'est une période importante sur Bluebees parce qu'il y a pas mal de citoyens comme vous et moi qui vont sur Bluebees, ils soutiennent des projets, ils reçoivent les contreparties. Et les contreparties, donc ça peut être des coffrets de produits, de coffrets de produits locaux, ce genre de choses, ou nichoirs en bois, etc. Et ces contreparties, ils les mettent au pied du sapin, ça fait des cadeaux à offrir. Et c'est génial parce que c'est des cadeaux qui font plusieurs heureux à la fois. Vous soutenez un agriculteur, vous faites plaisir à vos amis, et en même temps, vous avez une histoire à raconter.
Et c'est ça qui est génial, vous savez où va votre argent. Plutôt que d'aller faire vos cadeaux sur, je ne citerai pas les énormes sites de e-commerce où vous ne savez pas où va votre argent après, bah là, vous savez que ça va dans la poche d'un agriculteur qui est bien intentionné, qui n'utilise pas de pesticides, qui bichonne ses petites brebis et sa terre. Et donc ça, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à donner du sens à leur argent. Et ça, que ce soit avec Fève ou avec Bluebees, c'est typiquement deux alternatives Oui. qui ont du sens, quoi. Et puis, si on n'est pas sûr des cadeaux qu'on veut offrir, il y a aussi des cartes cadeaux, que ce soit sur Bluebees ou sur Fève. Il y a les Oui, possibilités d'offrir à la fois des parts dans la foncière ou des cagnottes à dépenser sur les différents projets sur Bluebees. absolument, absolument. Voilà, donc Exactement. pour vos cadeaux de Noël, vous savez quoi faire maintenant. Il n'y a plus d'excuses. Donc, merci à tous les deux. On arrive presque à la fin, donc on va passer aux questions donc, qui ont été posées dans le chat. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à continuer à les poser, parce qu'on a encore un quart d'heure quand même. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs questions à la fois pour Bluebees et pour Fève. Au niveau de Fève, quelle est la différence avec Terre de Liens? Donc ça, c'est une question qui revient régulièrement puisque Terre de Liens Ouais. est aujourd'hui un des acteurs principaux historiques du marché. Ouais, Terre de Liens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une foncière solidaire dans l'agriculture qui existe depuis 15 ans au moins, et qui a un objectif commun avec celui de Fermes en Vie, qui est de faciliter l'installation d'agriculteurs et d'agricultrices sur des projets en agriculture biologique. Il y a un deuxième objectif de Terre de Liens qui est de sortir les terres de la propriété privée. Une des missions, enfin, un des credos de Terre de Liens, c'est de dire que la terre est un bien commun et qu'elle ne doit donc pas pas y avoir de spéculation dessus et il devrait ne pas y avoir de propriété privée. Nous, on n'a pas le même objectif sur ce sujet-là. Pour une principale raison qui est qu'on cherche à permettre l'installation de plus de porteurs de projets possibles et qu'en discutant avec les porteurs de projets qui cherchent à s'installer, avec les acteurs de l'écosystème de l'installation agricole, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent devenir propriétaires à terme de leur ferme. Et donc, pour pouvoir leur permettre de devenir propriétaires à terme, on a décidé de leur louer les terres tout en leur donnant une option d'achat. Et donc, la différence, elle est principalement là, entre Terre de Liens et entre ce qu'on fait, puisque Terre de Liens, quand ils achètent des terres, quand la foncière achète les terres, Terre de Liens en reste propriétaire ad vitam, et donc le porteur de projet qui s'installe reste locataire et ne peut pas devenir propriétaire. Et c'est vrai qu'on a discuté avec pas mal de porteurs de projets pour qui c'est un problème parce qu'ils ont envie, le besoin de propriété est encore très prégnant parmi les agriculteurs. Ok, d'accord. Merci. Du coup, après, on avait d'autres questions sur Fève, sur notamment l'achat des fermes. Souvent, il y a des grandes fermes. Est-ce que vous envisagez de les morceler en petites fermes pour plusieurs paysans qui voudraient voir sur petite échelle? Quelles limites rencontrez-vous dans cette idée de morceler? Les soucis de logement des différents paysans. Donc, on en a parlé sur CUSAC. Les paysans partent à la retraite. Veulent-ils vendre seulement les terres ou aussi le bâti et la maison dans lesquels ils ont toujours vécu? Donc, il y a plusieurs questions Il y dans a la plein, il y a question. plein de questions. Il y a plein de questions, mais tout ça, c'est des bonnes C'est questions. la même personne, mais il y a plein de questions dans la même Non, chose. mais c'est des questions hyper intéressantes. Alors, l'idée de morceler les fermes, oui, on essaye de le faire quand ça a du sens et quand c'est possible. Et en fait, il y a plusieurs problématiques. Parce que je crois que vous parliez des limites éventuellement en termes de logement, Oui, mais c'est pas forcément les seules limites. Les autres limites, ça va être les limites en termes de bâtiments agricoles éventuellement. Parce que quand on va faire différentes activités, on va avoir besoin de bâtiments différents. Il y a également des problématiques autour de l'eau. Par exemple, une des premières fermes qu'on a financées, il était question au départ, donc c'est un couple qui s'est installé sur des activités déjà diversifiées. Et l'objectif, c'était qu'on ait un ou deux autres personnes qui s'installent sur du maraîchage. Et en fait, on a des problématiques d'accès à l'eau.
on n'a pas d'eau, en tout cas pour pouvoir irriguer une activité de maraîchage. Et donc on n'a pas pu faire la diversification qui était prévue et la deuxième installation qui était prévue. Là, sur la ferme de Cussac, tout à l'heure on en parlait, on a de l'eau, on a 2 maisons, donc on a la possibilité d'installer une deuxième personne, et donc ça a du sens, donc on va essayer de le faire. On essaye de le faire également sur une autre ferme dans l'Aude, où on a beaucoup de bâtiments et qui ne sont pas forcément utilisés par la première personne qui s'est installée. Et donc, ce qu'on essaye de faire en général dans ces cas-là, c'est de le faire en plusieurs temps, parce que ce dont on se rend compte, c'est que c'est compliqué d'arriver à aligner toutes les planètes en même temps et d'avoir toutes les personnes qui souhaitent s'installer à un endroit donné qui vont arriver en même temps pour remplacer le cédant. Et donc, on essaye de le faire de temps en temps. Après, ça n'a pas forcément de sens parce que parfois, les projets des agriculteurs qui s'installent sont conformes à la taille de la ferme qui est disponible. Donc voilà, c'est un peu au cas par cas. Oui, il y a pas de, Après, les fermes sont toutes différentes, donc ouais, c'est quand même difficile d'avoir un schéma. Les porteurs de projets aussi ont des besoins différents. Certaines veulent habiter sur la ferme, d'autres non. ouais, mais c'est vrai qu'on a sur les projets qu'on a, il y en a quand même pas mal qui tournent autour d'une installation un peu collective avec l'objectif de s'installer avec d'autres personnes et de développer des synergies avec d'autres agriculteurs. Oui, sans avoir forcément les personnes en tête. C'est-à-dire que Ouais, FEV va les aider aussi à chercher d'autres porteurs de projets, comme c'est le cas pour Gabriel sur Cussac, exactement, comme c'est qui le cas cherche un sur maraîcher. Cussac et comme c'est le cas dans l'Aude, où la première personne s'était installée sur de l'élevage bovin laitier. Et on a 2 maraîchers qui sont en train de finaliser enfin, qui devraient, je pense, s'installer d'ici fin d'année ou début d'année prochaine. Ok. Et il y avait une dernière question sur est-ce que les cédants Oui, veulent lâcher leur maison aussi. veulent lâcher leur maison. Bah là, c'est pareil, on a un peu tous les cas, et de temps en temps, on a en effet des cédants qui aimeraient rester dans leur maison. Alors, dans certains cas, c'est possible quand la maison elle n'est pas au milieu de tous les autres bâtiments. Mais dans certains cas, et dans la majorité des cas, on a quand même la maison qui est un peu au milieu de tous les autres bâtiments agricoles et au milieu des terres. Et dans ces cas-là, c'est compliqué. Donc, dans ces cas-là, il y a un petit peu de discussion avec les cédants pour leur expliquer que la seule option pour céder leur ferme correctement, c'est de céder leur maison également. Mais dans certains cas, ils ont une maison qui est un peu éloignée, donc ça peut fonctionner. Et on a des cas où ça a fonctionné, donc c'est vraiment aussi là du cas par cas. Ok. Alors Aurélie, tu avais répondu à Bernadette sur les prêts, sur la durée des prêts. Donc je ne sais pas si les gens l'ont vu, mais si tu veux juste reprendre peut-être à l'oral ta réponse. Oui, alors la question c'était est-ce que les prêts sur Bluebees, c'est toujours remboursé sur 5 ans ou est-ce que c'est sur 5 ans maximum? Donc c'est sur 5 ans maximum. Il y a certains cas de figure où c'est plus court, tout simplement à la demande des porteurs de projets. On a certains, par exemple, on a un projet qui revient tous les ans. C'est une coopérative de café bio et ils ont juste besoin d'une avance de trésorerie pour financer la récolte et ils remboursent en intégralité au bout d'un an. Voilà, tout simplement. Donc, on a certains cas de figure où c'est moins de 5 ans, mais la grande majorité des projets de presse est remboursée sur 5 ans. D'accord. Ensuite, on a des questions pour Fève à nouveau. Comment faites-vous pour vous positionner sur le foncier? Vous êtes en contact permanent avec la SAFER et d'autres acteurs agricoles du territoire, lesquels, comment contrez-vous la concurrence avec les fermes voisines qui souhaitent s'agrandir, qui est une des plus grosses problématiques, c'est l'agrandissement des fermes aujourd'hui. D'accord. Ouais, j'ai droit qu'à des questions tiroirs, moi. Euh, comment on fait pour se positionner? En fait, aujourd'hui, je vais peut-être répondre un peu différemment, mais aujourd'hui, pour faire des projets, on a 2 façons de faire. Soit on identifie des fermes via des cédants qui viennent nous voir, ou on fait un petit peu de veille également. Et ensuite, on lance des appels à candidature pour essayer de trouver des porteurs de projets qui pourraient être intéressés par ces fermes. Soit on a des porteurs de projets qui viennent nous voir directement, qui ont identifié du foncier, qui nous disent bah, voilà, j'ai tel projet sur telle ferme, est-ce que vous seriez OK pour nous accompagner? Donc, c'est un peu les deux façons qu'on a pour créer des projets. En ce qui concerne la SAFER et les autres acteurs du territoire, oui, on est en contact avec eux très régulièrement. On a de très bonnes relations avec la SAFER parce que
on est une des solutions qui permettent de faciliter la transmission. Et aujourd'hui, c'est le gros sujet de la SAFER, c'est comment gérer toutes les transmissions de personnes qui arrivent à la retraite. Et donc, avec notre foncière, on est une des options. Et donc, ils nous voient d'un très bon œil et ça se passe plutôt bien avec eux jusqu'à présent. Et on discute, on échange avec tous les autres acteurs de l'installation, que ce soit les chambres d'agriculture, les associations paysannes, ce qui est ADR, CIVAM, qui accompagnent aussi les porteurs de projets dans leur installation. Et donc là, on a des échanges avec eux parce qu'en fait, nos actions sont là aussi complémentaires, puisque eux vont accompagner techniquement ou accompagner sur des sujets de business plan ou d'aller pour les aider à aller chercher les aides à l'installation auxquelles ils ont droit. Et nous, on va s'occuper de financer le foncier. Donc, on échange, on a des bonnes relations aussi en général avec eux dans les départements dans lesquels on les a rencontrés. OK. Et pour ce qui concerne la concurrence des fermes voisines qui souhaitent s'agrandir, bon, malheureusement, il y a des choses qui se passent sans qu'on le voit. Donc, les fermes, enfin, il y a des cessions qui ont lieu et des fermes qui vont s'agrandir sans qu'on ait la possibilité d'agir. Nous, on achète de toute façon jamais sans avoir un projet derrière, un projet des personnes qui souhaitent s'installer. Donc, et là-dessus, ça revient un peu à l'objectif de la SAFER. Le premier objectif de la SAFER, c'est de permettre les transmissions et de faire en sorte que les terres restent des terres agricoles. Et le deuxième objectif, c'est de faciliter des installations de jeunes agriculteurs. Donc c'est plutôt eux qui essayent d'agir lorsque il y a des fermes voisines qui essaient de s'agrandir pour essayer plutôt de favoriser des installations. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, on n'a pas vraiment d'action face à cette concurrence à notre niveau. D'accord, OK. Alors, je suis désolée Aurélie, mais toutes les questions sont sur Fèvre. Peut-être le sujet est un peu plus complexe ou difficile à comprendre ou nouveau à comprendre sur Peut-être la que fête vous dites, foncière. c'était très clair. C'était très clair, c'est ça. C'est ça. Il y avait une question sur les facteurs limitant à l'accélération de la collecte de fonds, la mise en place de projets. Bon, on l'a un peu dit, le fait que ce soit un peu du cas par cas quand même si on essaye d'avoir des schémas à reproduire, le fait qu'il y ait une Non, diversité de projets. ouais, les facteurs limitant l'accélération. En gros, c'est comment faire plus de projets que ce qu'on a fait en un an. Ah, et à la collecte de fonds aussi. Euh, Les facteurs limitant à l'accélération de la collecte de fonds et à la mise en place des projets. ouais. En fait, aujourd'hui, je vous aurais répondu il y a un an, j'aurais répondu différemment, mais là, on commence à être de plus en plus connu dans le monde agricole, et donc on a de plus en plus de projets qui sont en train d'arriver à nous avec des porteurs de projets qui nous proposent des projets qui nous semblent intéressants à financer. On a de plus en plus de fermes également sur lesquelles on est en train de trouver des porteurs de projets. Donc aujourd'hui, on a trop de projets et pas assez d'argent. Donc, ce qui nous Donc manque financer, aujourd'hui, financer. ce qui nous manque aujourd'hui, c'est plutôt la collecte pour pouvoir accélérer. Mm. Parce que tout ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est qu'on a collecté 4,5 millions jusqu'à présent. On en a déjà utilisé un peu moins de 3 pour financer les 5 premiers projets. Là, on a un assez gros projet qui va utiliser quasiment la totalité de ce qui reste. Et donc, on a 5-6 projets qui sont assez bien avancés, sur lesquels on va avoir besoin de fonds. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'accélérer pour essayer de récolter entre 3 et 4 millions sur les 2-3 prochains mois. Sachant que sur la collecte, comme il y a une partie, il y a une réduction d'impôt qui rend l'investissement plus intéressant d'un point de vue financier. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les réductions d'impôt en fin d'année parce qu'ils savent à peu près ce qu'ils ont gagné dans l'année, et donc ils savent ce qu'ils vont payer d'impôts. Et donc ils se disent, ben voilà, je vais payer, je sais rien, 5 000 euros, 10 000 euros d'impôts. Et une façon de réduire cet impôt à payer, c'est donc potentiellement d'investir dans la foncière. Et donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce type d'investissement en fin d'année. Donc c'est pour ça que nous, on essaye d'accélérer en ce moment pour pouvoir avoir la collecte nécessaire au financement de tous ces projets. D'accord. Et il y avait une question sur quand tu dis on a acheté, le on, c'est qui dans Fèvre? Donc c'est la Ah ouais, foncière. pardon, non, mais je dis on, je devrais pas dire on, mais c'est la foncière qui achète. Donc la foncière, elle est détenue par tous les particuliers qui ont investi dans la foncière. Alors je dis on parce que j'ai aussi
participer personnellement en investissant un petit peu dans la foncière aussi moi. Mais c'est en effet la foncière qui achète. D'accord. Moi, j'ai une question, Ok. Vincent. Est-ce qu'il y Ouais. a une limite de montant? Si par exemple, quelqu'un veut mettre 1 million dans la foncière, d'un coup, il peut mettre 1 million ou il y a une limite? Aujourd'hui, non, parce qu'on a mis une limite haute, justement pour que personne n'ait un pourcentage trop important de la foncière. Alors, ce qui, de toute façon, ne serait pas trop gênant, parce que dans les règles de décision au sein de la foncière, même si une personne avait une part importante de la foncière, elle n'aurait pas des droits qui lui permettraient de prendre des décisions toute seule et d'emporter la majorité facilement. Mais on a mis en effet une limite à 600 000 euros parce qu'on ne voulait pas que quelqu'un dépasse 10 ou 15% en fait, du montant total. Et comme on ne pouvait pas mettre au départ, comme la foncière avait 30 000 euros d'investissement, on ne pouvait pas limiter à 10%. Donc, on a préféré mettre un montant qui correspond à aujourd'hui 600 000 sur les 4,5 millions, c'est à peu près 15%, quoi. Donc, en effet, on a mis ce montant maximum. Et l'idée, c'est que ce montant maximum, il soit réévalué chaque année. En fait, ça fait partie des choses qui doivent être votées en AG avec tous les actionnaires de la foncière pour décider quel est le montant maximum chaque année. Ok. Il y a Sophie qui pose peut-être la dernière question, parce qu'on avait prévu de finir à 13h30. Si j'investis 1 000 euros, quelle rentabilité, par exemple, à la sortie, au bout de 7 ans, et quelle fiscalité? Donc la Ouais. rentabilité, on en a parlé un petit peu, mais... Ouais, alors la rentabilité, elle vient de deux choses. Elle vient de la réduction d'impôt et de la réévaluation de la part annuelle. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce qu'on vise, c'est à peu près du 2% de réévaluation de part par an. La réduction d'impôt, c'est 25%. Et, et, comme il y a des frais de souscription à hauteur de 3%, globalement, il reste 22%. Donc, souvent, ce que je dis, c'est que 22% sur 7 ans, ça fait à peu près du 3% par an. Donc, si j'ai les 3% de réduction d'impôt plus les 2% de réévaluation de la part, ça fait à peu près une rentabilité de 5% par an. Voilà, si on fait de manière un peu grossière. La fiscalité, donc à la revente, c'est donc les parts de la foncière sont considérées comme des actions. Donc il y a une imposition sur la plus-value. Donc aujourd'hui, c'est la flat tax, c'est 30% sur la plus-value uniquement. C'est-à-dire que si vous avez acheté à 100 vos parts et que vous les avez revendues à 120, ben, vous allez payer des taxes sur les 20 de plus-value. D'accord. Et bon, ben en fait, tout le monde pose les questions maintenant, mais on va continuer un petit peu, juste savoir si la commission SAFER de 5% s'ajoute à la commission FEV, par exemple, Ouais, ou alors pas. la commission SAFER, ce qu'il faut savoir, c'est que la commission SAFER, elle remplace les frais de notaire. C'est soit des frais de notaire qu'on va payer, soit une commission enfin, un frais payé à la SAFER qui représente, en général, c'est plutôt, enfin, les frais de notaire et SAFER, c'est plutôt autour de 6-7% que 5%. Et donc, la commission payée à Fermes en Vie pour le travail qui est réalisé en amont, qui est le travail d'identification des porteurs de projet, de la ferme et le travail d'acquisition de cette ferme, va donc en effet s'ajouter à ces frais de notaire. En fait, il faut les voir un petit peu comme enfin, ça pourrait être considéré comme des frais d'agent immobilier qui viennent s'ajouter à des frais de notaire. C'est un peu la comparaison que je fais souvent. Et donc, c'est deux frais qui viennent qui font partie du coût d'acquisition de la ferme. D'accord. Donc, il y a une autre personne qui dit frais annuels, donc je ne sais pas si Et elle veut demander s'il y a des frais annuels sur FEV, ouais, ou je ne sais pas trop le... oui, bah, dans les frais annuels, bah, souvent dans ces structures, il y a des frais annuels. Alors, la commission, je vois que quelqu'un d'autre repose la question, mais je l'avais dit tout à l'heure, c'est 5%, donc la commission qui est payée à Fermes en Vie au moment de l'acquisition. Et ensuite, il n'y a pas de frais annuels, si ce n'est que la foncière elle-même va faire la gestion locative des projets et, et va utiliser une partie des loyers qui sont payés sur chacune des fermes pour pouvoir faire cette gestion locative. Et donc, ce qui est ponctionné par la foncière pour pouvoir effectuer cette gestion locative, c'est 0,4% par an du montant d'investissement. Ce qui correspond peu ou prou
à ce qu'on peut retrouver dans de l'immobilier. Parce que dans l'immobilier, souvent, sur la gestion locative, donc la gestion locative, ça veut dire gérer les relations avec les locataires, les travaux éventuellement effectués, le fait qu'ils payent bien, etc., etc. Et souvent, on est sur du 7-8% des loyers. Donc 7-8% des loyers, c'est 7-8% dans l'immobilier de 5-6%, ce qui correspond à 0,4% à peu près qui est pris par la foncière pour faire ce travail-là. D'accord. Et qui c'est qui gère l'autorisation d'exploiter dans le cas de FEV, le candidat n'ayant pas encore les terres à dispo, FEV est-il actif avec DDT? Ouais, alors en fait, tout dépend de comment est réalisée l'acquisition, puisque certaines acquisitions sont directement effectuées auprès de la SAFER, auquel cas, quand on achète les terres auprès de la SAFER, en fait, le porteur de projet est déjà identifié au moment de l'acquisition, et donc l'autorisation d'exploiter est donnée en même temps que l'acquisition. D'accord. Et dans les cas où parce que ça nous arrive aussi d'acheter directement auprès d'un cédant, on va s'occuper de la démarche avec le porteur de projet pour qu'il puisse obtenir cette autorisation d'exploiter. Donc en général, on est en relation avec les chambres d'agriculture et donc la DDT. Souvent, Oui. ça passe par la chambre. Oui, on précise juste que la DDT, c'est la direction départementale du territoire, effectivement. Merci, AIS 51. Et Ouais. êtes-vous membre de la CDOA? Non. D'accord. Voilà. Donc, je pense qu'on est arrivé à toute la fin des questions. Alors, je voulais juste retrouver un message de Elvira qui a dit bravo à tous, ça fait chaud au cœur. Voilà. Et Marc qui dit merci tout le monde investissant dans la terre et dans les projets agricoles. Donc, très bien. Bah, du coup, si plus personne n'a des questions, n'hésitez pas. En tout cas, vous pouvez nous les communiquer aussi par mail après. Donc, Aurélie a donné son mail un petit peu plus haut dans la conversation. Et pour nous, vous pouvez nous les poser sur les réseaux sociaux ou par mail à investir@fev.co. Et puis, on enverra le webinaire du coup à tout le monde. Et surtout, pensez du coup à Fev et à Bluebees pour vos cadeaux de Noël. Et merci Aurélie et merci Vincent d'avoir été avec nous. Merci tout le monde. Merci Colline, merci Aurélie. Merci. À bientôt. À À bientôt. bientôt. Au revoir.